Je l'ai voulu comme un parcours que l'on puisse comprendre, c'est-à-dire en se disant, je vois ce travail qui est exprimé sur du papier vélin et qui peut très bien aussi être un travail que l'on comprend dans une autre expression plastique qui peut être la transparence du plexiglas ou la transparence du verre. Ça peut être le parcours, on comprend qu'il y a un macrocosme, un microcosme dans certaines pièces qui peuvent être un continuum, mais à l'infini. Et cet infini, je le retrouve depuis le départ en 88 et je le retrouve à la fin avec Canopée. Je crois que quand tout artiste, le problème c'est de se dire mais je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par ça. On chemine, on écrit, on dessine et c'est en dessinant que les choses arrivent. Mais on n'a pas, moi j'avais pas une idée préconçue de ce que je faisais vraiment. Ce qui m'importait, c'était de voir une esthétique dans des lignes, dans des courbes, des contre-courbes. Ça, c'était ma sensibilité. Un autre, ça aurait été une couleur, un autre, ça aurait été la pierre ou la dureté d'un marbre. Moi, c'était la sinuosité des lignes. Et j'ai commencé avec les escaliers en 88, qui s'entremêlaient. Pourquoi est-ce qu'ils s'entremêlaient ? J'aurais pu faire un escalier sans qu'ils s'entremêlent. Mais c'est une façon de voir un peu l'espace d'une manière un peu utopique. Et puis peut-être aussi, il y a très longtemps, avant ça, j'avais fait des études d'architecture et j'ai arrêté au moment où c'était la résistance des matériaux, comme par hasard. À partir du moment où ça devenait bien réel, il fallait une fondation et il fallait qu'on puisse comprendre qu'un escalier c'est fait d'un certain nombre de paramètres qui sont bien déterminés, physiques et mathématiques, j'ai arrêté l'architecture. Bon, entre-temps, je faisais aussi j'ai fait aussi l'école du Louvre, enfin bon, mais c'était l'école du Louvre et puis l'école des Beaux-Arts, je l'ai fait en tant que plasticienne. Mais j'ai arrêté en tout cas au niveau de l'architecture. Deuxième période, 88-91, j'ai travaillé toujours en bidimension avec du simple complexe. Alors qu'est-ce que c'est que du simple complexe ? Finalement, c'est un petit peu cette idée de fractal, où je me suis dit, quand on regarde quelque chose, un tableau, ou on regarde n'importe quel objet, il y a un moment donné où on va regarder une partie de cet objet sur telle partie ou telle autre partie d'un tableau ou d'un objet. J'avais pas encore l'idée de fractal. Moi, c'est simplement l'idée que plusieurs personnes pouvaient sur un même objet avoir une vision très différente. Donc je m'étais dit, je fais un prototype. De ce prototype, je vais prendre un détail. De ce détail, je l'agrandis. Et j'agrandis le détail du détail du détail. Et on arrive au thème de fractal. Et en fait, je n'ai pas l'idée au départ de faire des fractales. Mais c'est petit à petit que j'ai commencé à comprendre que je faisais des fractales artisanales, parce que maintenant avec l'ordinateur, évidemment, on arrive de plus en plus au fond du cœur de l'atome, je dirais. 93-2001, Livre Labyrinthe. Alors on se dit, c'est une période qui est très longue, mais en réalité, elle a été scindée en plusieurs périodes. La première, en 93, ce qui est important, c'est que je passe de la bidimension à la tridimension. Je passe de la feuille à un objet qui, lui, redonne à nouveau cette idée du labyrinthe, de par sa forme, de par son contenu. À l'intérieur de ces labyrinthes, il y a des dessins de labyrinthes de Chartres, d'Amiens, Sherparts, etc. Enfin, toutes sortes de labyrinthes de sens qui sont dessinés, insérés dans des feuilles, dans des plexis, et qui reprennent par la forme d'un labyrinthe. C'est-à-dire qu'ils s'ouvrent d'une façon, se ferment d'une autre façon, se plient d'une manière et d'une autre de façon infinie parce qu'elles ont une apparence avec de multiples possibles, disons. La période de 96 à 98, ça a été une exposition
que j'ai faite à la commande d'un conservateur de musée. Et là, je suis dans une période donc, complètement de la tridimension, puisque c'est une tour, la tour de Babel, qui va faire 6 mètres de haut, avec une circonférence d'1,20 m à peu près. Et là, je touche au thème de la confusion des langages. Dans un même temps, j'écrivais une thèse de doctorat que j'ai soutenue en 1993. Et j'avais pas d'ordinateur. J'avais une machine à écrire avec des bandes à encre. J'ai récupéré, puisque c'est une thèse qui faisait 700 pages, donc j'avais pas mal de matière et, pour pouvoir créer cette pièce. Et j'ai inséré dans du latex ces bandes magnétiques avec des pigments, avec du laiton, des plaques de cuivre qui s'oxydaient, etc. Donc il y avait quelque chose de vivant dans ces plaques, ces palmes, ces escaliers. Il y a, je ne sais plus, une vingtaine ou trentaine de marches. Quand on regarde la structure de Babel, on voit des écritures, on devine une écriture, mais on ne peut pas vraiment la lire. Donc là, je commençais déjà sur mon thème de la confusion des langages. Et avec d'autres pièces, comme les pierres, enfin toute l'organisation de cette exposition était autour du décryptage. 99-2019, les dessins utopiques. Donc là, je reprends finalement l'idée des escaliers, mais d'une autre manière, d'une manière encore plus confuse que la première période de 88. Et plus confuse parce que j'utilise aussi un autre matériau qui est le papier transparent, le calque. Je continue cette idée d'infini, d'ADN d'escalier, de forme d'escalier, mais comme des projets d'architectes qui seraient faits avec des Rotring à l'encre de Chine sur du calque. Exactement tous les outils qu'utilise un architecte. Sauf que cet escalier, évidemment, est totalement utopique. Il est irréalisable. Et j'y ai inséré aussi, à nouveau, des textes, comme si c'était des plans. 1999-2003, j'ai réalisé des livres botaniques. Alors ça correspond à une période où j'ai été invitée aux États-Unis dans une résidence d'artistes, où je suis restée pratiquement pendant 4 mois. Il se trouve que quand on a fait la visite de la résidence, qui est immense en Californie, on avait une visite, on nous disait surtout vous ne touchez pas aux posing rocks, ça, parce que si vous le touchez, c'est un poison. Et j'avais pas encore de projet de ce que je devais faire, puisque c'était ouvert, c'était open. Il y avait un chorégraphe, un écrivain, un artiste peintre, moi j'avais été pris comme dessinatrice. Et je me suis dit, voilà, j'ai trouvé mon sujet. Je vais prendre ces poison oaks que j'avais repérés, avec des ciseaux, avec une pince à épiler, et je mettais ça dans un petit sac en plastique que je stockais. Et petit à petit, je me suis dit, comment est-ce que je peux les montrer, les toucher, sans que je sois empoisonnée, ou que le spectateur puisse les regarder sans s'empoisonner. Donc j'ai eu l'idée de faire un livre botanique qui allait recenser un certain nombre de végétaux, minéraux, etc., et les insérer dans du latex liquide. Donc ils étaient devenus inoffensifs. J'ai commencé après à faire comme si c'était un précis scientifique botanique avec des schémas, avec des végétaux, des animaux que j'aurais plus ou moins disséqués avec un certain nombre de formules, etc. Écriture de vers 2003-2018 reprend en fait les mêmes thèmes récurrents de la confusion des langages que j'avais déjà travaillé avec la tour de Babel. Dans la tour de Babel, c'était un décryptage de bandes de machines à écrire
en transparence. Et là, c'est la transparence, la confusion des langages par la transparence de verre, qui vont se superposer les uns derrière les autres de manière à créer une confusion toujours plus grande. J'ai décliné en 3 formats: le totem, les triptyques et les diptyques. Et les triptyques, c'est ces formes accordéon de verre qui vont, selon qu'on les referme ou qu'on les ouvre, vont donner une lecture plus ou moins confuse. Il n'empêche que la lecture reste toujours aussi confuse puisque ce sont des écritures qui n'existent pas. C'est un alphabet inventé. On est toujours dans une plus grande confusion entre les différents médias que l'on utilise, parfois de façon simultanée, parfois de façon inconditionnelle ou parfois intensive, etc. Et je pense que la communication n'est plus une communication, mais que ce n'est qu'une information. C'est un symptôme de notre société, de nos sociétés. Et on revient un peu avec ce thème de la tour de Babel, où finalement plus personne ne peut se comprendre. Hein? Quand ils ont essayé d'achever cette tour, ils n'ont pas pu parce qu'ils n'ont pas pu parler le même langage. Eh bien, nous sommes à peu près dans la même situation à l'heure actuelle. À la suite de cette période, écriture de verre, et lors d'une exposition, j'ai fait la rencontre d'un artisan d'art qui s'est avéré être un artisan de renom, puisque c'était les Ateliers Loire. Ils m'ont proposé de faire un projet en commun. C'est un projet qui a vu le jour avec Cosmos et qui m'a appris à travailler en collaboration avec des artisans. Dans la contrainte, je pouvais faire une réalisation qui n'était pas que artistique, mais qui était aussi artisanale. J'ai réalisé d'autres pièces qui permettaient d'être des pièces fonctionnelles, mais qui restaient toujours des pièces esthétiques et artistiques. J'ai dessiné des modèles qu'un soudeur a pu réaliser, et sur ces modèles de consoles, de tables basses, carrées ou rectangulaires, j'y ai apposé un certain nombre de petits tableaux de verre. Enfin, je les ai appelés tableaux de verre parce que, en fait, c'était comme si c'était des créations donc uniques, mais avec le savoir-faire des verriers. Les rouleaux du temps. En fait, j'étais partie à l'étranger et je m'étais dit, je vais faire un journal intime. Mais je voulais le montrer, ce journal intime. Et je me disais, mais je veux montrer ce journal intime, mais en même temps, je ne veux pas qu'on lise intimement mes sentiments ou je ne sais. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire ces écritures un petit peu incompréhensibles et qui vont se dérouler de façon journalière. C'est-à-dire que c'est des rouleaux qui font 10, dont 6 sont des fondamentaux, disons. Il y en a un qui s'appelle numérique, par exemple, et ce numérique, c'est un peu une critique sur l'ensemble des chiffres que l'on emmagasine, enfin, toutes sortes de nombres qui nous empoisonnent la vie, et qui finalement, sur 10 mètres de long, j'ai fait que des chiffres. Alors c'est assez fastidieux à regarder, mais c'est un petit peu l'idée que je me fais de notre vie aussi, avec tous ces nombres qui nous encombrent l'esprit. Je trouve toujours très esthétique quand on ouvre un livre, mais comme je ne suis pas scientifique, je n'y comprends rien. Mais j'aime à pouvoir les mettre en situation, les dévoiler, de manière à ce que quand on regarde une formule, on se dise, quand on déroule mes rouleaux, on se dise tiens, c'est un rouleau sur la génétique. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec un schéma scientifique, c'est totalement utopique. 2014-2021, alors c'est le dernier, là c'est pratiquement 7 ans de réflexion. Mais c'est pas 7 ans de réflexion, c'est 7 ans de travail continu. Je suis dedans, je suis dans la canopée, je suis perdue dans la canopée et c'est des moments de grand bonheur.
C'est donc la réalisation de 460 dessins au retring, au tout petit point. Des retrings, pour ceux qui connaissent, c'est des 0,13, c'est des toutes petites, des très très fines pointes, et qui ont été assemblés, c'est des carrés de dessin qui, d'une ligne à une autre, correspondent pour pouvoir continuer de façon infinie le dessin, puisque un carré de 20 par 20, j'ai une ligne que je vais poursuivre avec un autre carré de 20 par 20 qui va se poursuivre, etc. Et ça, évidemment, ça peut se faire à l'infini. Et je pense que finalement, c'est un petit peu le travail que font tous les artistes, c'est d'échapper à la réalité. Mais disons que là, je suis à 460 dessins, mais j'arrête la canopée. Parce qu'à un moment donné, l'infini, on peut pas l'atteindre. Donc, il y a juste à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on arrête, on délimite à 460, pourquoi on délimite à 9 mètres et à 2 mètres de haut? C'est simplement que il y a une absurdité de l'infini. Et bon, l'absurde de l'infini, c'est pour ça que quand on est artiste, on peut, ou scientifique, ou philosophique, on peut se dire que l'infini, on l'atteint que on l'atteint pas, mais on le touche du bout des doigts, mais il reste le macrocosme, il reste le microcosme, et nous on est entre les deux, entre le macrocosme et le microcosme. On est à notre état d'individu, de réalité, de mésocosme. On est entre les deux infinis, infiniment grand, infiniment petit, et on est voué à rester sur notre petite réalité. Ouh là là, il faut que je fasse un saut en arrière assez important. C'est pas exactement la peinture d'ailleurs par laquelle j'ai commencé. C'est plutôt l'écriture. Et je me souviens très bien, quand j'avais 5, 7, 8 ans, 10 ans, dans ces périodes-là, avoir des cahiers d'écoliers, avoir le porte-plume, avoir l'encrier. Et c'est avec tout ça que j'arrivais à faire des dessins, à faire des improvisations, là, un peu de tous ordres. La rencontre déterminante, c'est celle de mon professeur de dessin. Et quand c'était au niveau du bac là, que ça se passait. Et donc, ce professeur que j'ai eu pendant toute l'année précédente, et donc voilà, donc j'étais le petit génie là qui, elle me donnait confiance. J'avais pas du tout le sentiment d'être un bon peintre ou un bon dessinateur. J'avais l'impression d'être un gangster, j'avais l'impression de la tromper, de tromper mon monde. Elle a fait en sorte finalement que cette passion du dessin soit vraiment accrochée en moi. J'avais pas dans ma famille des personnes qui avaient cette culture, et pour moi c'était des révélations. J'étais pas vraiment avec le prof de dessin là. J'étais avec une artiste ou avec un artiste, et c'est cette sorte d'engagement, cette sorte de passion qui m'interrogeait, puisque c'était au moment de l'adolescence, au moment où on se pose des questions sur son avenir, sur les choix que l'on peut faire. Et j'ai continué à travailler, mais par intermittence. Par intermittence, et je faisais très bien le constat. J'allais très bien dans ma tête lorsque je dessinais, lorsque je travaillais comme cela. Les moments où ça n'était pas le cas, j'étais pas bien dans ma peau. Je travaille surtout le matin d'ailleurs, à tête reposée comme on dit. Il y a une première phase qui est une phase d'expression.
Donc je suis devant une feuille blanche et puis voilà, j'essaye d'en faire quelque chose. Je dois dire que les premiers moments qui peuvent durer quand même assez longtemps, ils sont pas toujours faciles à vivre parce qu'il n'y a rien qui accroche ou parce que je ne cherche pas à figurer quelque chose. C'est un moment d'expression et un moment de spontanéité. On est devant la feuille blanche comme on est devant le vide. Enfin, et petit à petit, l'impression se renverse. Et c'est un petit peu comme si j'avais un peu fertilisé la feuille de papier. D'ailleurs, vous pouvez faire une analogie avec le travail que je fais dans le jardin. Hein, à quel moment j'arrête cette phase, hein. Je crois que c'est à partir du moment où je sens qu'il y a un potentiel ou qu'il y a des choses des formes qui m'intéressent, et vraiment des formes qui sont créées par le hasard. Enfin si tant est que l'inconscient ça existe aussi. Le résultat n'a rien à voir avec le point de départ. Mais le tout, c'est de partir et d'être actif. J'attends pas l'inspiration. C'est quelque chose qui, à mes yeux, n'existe pas. Ça dure plusieurs jours, oui, ça dure plusieurs jours. Alors après, en général, je le laisse de côté. Je laisse de côté, il y a des choses qui me sautent aux yeux. Mais dans la deuxième phase de travail, je commence quand même à essayer d'interpréter ce que j'observe. C'est vraiment le travail de l'œil qui intervient. C'est mon travail que je fais tous les jours, que tu as vu les productions. Je suis incapable d'en parler. Par exemple, là, il y en a plusieurs là, qui sont en cours ils sont en attente, là. Ils attendent mon bon vouloir et je ne sais pas quoi en faire pour l'instant. Et c'est ça, cette aventure-là qui me passionne. Soit effectivement, le tableau finalement me convient, je le laisse comme ça. Ou alors je distingue à l'intérieur, dans ces surfaces-là, des formes ou des sujets que je trouve intéressants. Et pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire intéressant? C'est des choses qui peuvent m'étonner. Mon outil, c'est un pastel gras. J'aime pas le pastel crayeux, donc j'aime ce pastel gras parce que c'est une matière. C'est une matière et puis c'est un bâtonnet et c'est comme un stylo, comme un crayon. On peut faire la même analogie. Donc j'ai ça et puis j'ai un peu les outils de la gravure, la pointe sèche qui succède un peu à la plume. Ou alors il y a aussi quelque chose qui m'étonne toujours, c'est les cadrages. Ça permet de revoir complètement un tableau. Par exemple, si vous avez un tableau grand comme ça, et que vous pouvez chercher avec un passe-partout des choses intéressantes, et vous faites de belles découvertes, là, souvent. Découper quelque chose sur lequel j'ai travaillé, c'est quelque chose qui m'est... C'est un peu difficile, l'impression de tailler quelque chose de vivant, quoi. J'ai souvent des travaux qui se terminent sous la forme d'un triptyque. L'élément central est celui qui focalise le regard en premier lieu. Et l'intérêt des éléments latéraux, c'est qu'ils vous enferment et qu'ils vous poussent vers l'élément central. Je me souviens très bien du regard de peintre, je pense qu'il m'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Et tu devrais quand même essayer de faire des formats plus grands.
Je trouve qu'on en dit autant dans un petit format que dans un grand format. Les grands formats, j'ai essayé à une époque. Enfin, j'ai fait des grands tableaux. Donc ça m'intéressait beaucoup pour la gestuelle. Et ce que j'observe maintenant, c'est que la gestuelle, je la ressens autant dans un travail qui est un travail de miniature. Et je peux faire un travail de miniature de quelques centimètres, de 3 cm sur 1,5 cm par exemple. Et je me demande qu'est-ce qui évoque l'infiniment grand, qu'est-ce qui évoque l'infiniment petit. Et je me disais là, ce matin, mais finalement c'est le format le plus petit qui évoque davantage l'infiniment grand. Il demande une démarche de la part du spectateur, alors que le grand format vous appelle, c'est vous qui recevez, même si vous n'avez rien demandé. Est-ce que tu penses là que celui-ci évoque un travail photographique? J'ai eu plusieurs remarques dans ce sens-là, et ça me plaît beaucoup cette idée que je puisse tromper les gens en proposant des photographies, qui plus est des photographies de sujets qui n'existent pas. Le premier grand voyage que j'ai fait, c'était en Iran. Et pour moi, ça avait été aussi une émotion extraordinaire. Je ne voulais plus rentrer en France. Et donc tout l'art islamique, enfin, d'une façon générale, est quelque chose qui exerce sur moi une fascination réelle. Où les dernières années de ma vie professionnelle se sont passées en Turquie. Voilà, où je me suis occupé de l'Institut français. Il y a l'immensité du désert, donc les paysages du désert, les paysages de Mongolie, qu'on appelle le désert vert. Donc c'est des choses à perte de vue. Les forêts du nord de l'Europe, la mer. Enfin, c'est vraiment une attirance profonde pour réfléchir sur nous, sur notre destinée, sur l'homme, enfin, ouais, sur le sens de tout ça. C'est plutôt des choses que j'emmagasinais et que je pouvais ressortir. J'ai choisi de vivre à la campagne, que j'ai choisi d'organiser un jardin, de faire un jardin qui me prend quand même du temps. Et c'est une osmose là, qui se produit entre le jardin et ce que je peux faire dans l'atelier. Et certainement que j'apporte depuis le jardin jusqu'à l'atelier un certain nombre de choses dont je n'ai pas toujours conscience, mais enfin en tout cas j'ai besoin de faire ces allers-retours. C'est une question de respiration pour moi. C'est peut-être parce que j'ai passé un demi-siècle à la capitale et que j'avais envie de passer mon temps là justement dans la nature. Quand j'ai pu me dire que je ressens justement la vie là, dans ce que je fais, ou dans certaines parties de ce que je fais, ça me réjouit. L'être humain n'est pas vraiment représenté, enfin, l'homme n'est pas très... Il est presque pas présent là-dedans. Ou il est présent dans des traces comme l'écriture, par exemple. Des calligraphies réinventées là, qui se... Enfin, le personnage, c'est moi. Bah si, en fin de compte, c'est ça. Si je dois le chercher, c'est... Ce qui me fascine, c'est la confrontation avec l'infini. Et cette confrontation, pour moi, c'est une fascination. Ça me fait pas peur, mais je ne trouve pas d'autres termes pour exprimer ce que je ressens. C'est pas la beauté, je préfère le terme de fascination.